4S Mag. Fidèles téléspectateurs de Djeliba TV News, bonjour et bienvenue sur le plateau de 4S Mag, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection des données à caractère personnel. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau M. Mahamadou Haïdara. Il est docteur en droit public, c'est ça, docteur? Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et Mahamadou Haïdara, il est aussi le chef du service des affaires juridiques au niveau de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Ça, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue sur le plateau de 4S Mag. merci beaucoup. Docteur Haïdara, données à caractère personnel, c'est quoi? Merci beaucoup. Nous remercions Djeliba TV de nous avoir invités sur ce plateau à parler de la protection des données à caractère personnel. Ça contribue à la mission primaire de la PDP, qui est l'information et la sensibilisation des citoyens par rapport à leurs droits et à leurs obligations. Données à caractère personnel, c'est toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne. Par exemple, il y a la photo, il y a les numéros de téléphone, il y a l'adresse email, il y a actuellement tout récemment il y a l'adresse IP. En quelque sorte, il y a toutes données, c'est deux catégories de données. Les données qui permettent d'identifier directement un individu, comme par exemple la photo qui est une donnée personnelle par excellence, il y a l'empreinte digitale, et les données qui permettent d'identifier l'identification indirecte. C'est les données qu'on associe à une autre donnée pour pouvoir identifier la personne qui se trouve derrière, notamment les numéros de téléphone, les numéros d'immatriculation d'un véhicule. Donc, c'est les données à caractère personnel, et retenons tout simplement que c'est deux catégories de données. Les données permettant l'identification directe et les données permettant l'identification indirecte. Donc, c'est ça, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi qui institue la PDP. Voilà, donc cette définition est donnée. Justement, la PDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel. Quelles sont les missions et les pouvoirs de cette autorité? Merci pour cette question, parce que là, elle est tellement pertinente comme toutes les autres questions d'ailleurs. Voilà, donc l'autorité est investie de plusieurs missions, parmi lesquelles on peut citer la mission primaire qui est l'information et la sensibilisation des citoyens par rapport à leurs droits et les obligations qui pèsent lorsqu'ils collectent les informations des individus. Il y a aussi la mission de contrôle. Je dirais plutôt c'est les deux, c'est la mission et le pouvoir de contrôle, puisque la PDP peut effectuer des missions de contrôle sur toute l'étendue du territoire. Au niveau de toutes les entreprises, au niveau, je dirais plutôt que ce soit les entreprises, que ce soit les personnes morales de droit privé ou les personnes morales de droit public, lorsque vous touchez seulement aux données à caractère personnel, la PDP est habilitée à aller effectuer des missions de contrôle chez vous pour voir la conformité aux différents principes de la loi portant protection des données à caractère personnel de vos différents traitements. Il y a aussi la mission de sanctions, de régulation qui nous permet, puisque nous sommes chargés de la protection des données. À cet effet, le législateur malien a confié à la PDP les pouvoirs de régulation. Ces pouvoirs de régulation permettent à la PDP de prendre des normes pour encadrer les différents secteurs. Nous avons encadré la biométrie, c'est-à-dire le contrôle d'accès par biométrie au niveau de nos entreprises. Nous avons aussi, ces pouvoirs de régulation nous a permis d'encadrer la vidéosurveillance sur les lieux privés, les lieux de travail, que ce soit aussi la vidéosurveillance sur nos différents carrefours qui appartiennent au ministère de la Sécurité. Donc ces pouvoirs de régulation permettent à la PDP de délivrer des récépissés, des autorisations pour les différentes installations, qui est aujourd'hui un traitement banal, la vidéosurveillance, et aussi pour les autres traitements. Et ces pouvoirs de régulation donnent encore le pouvoir à l'autorité d'autoriser les transferts de données à l'étranger, surtout les entreprises qui sont là et qui sont souvent des succursales qui ont des maisons mères dans les autres pays. Donc, le fonctionnement de ces différentes entreprises souvent nécessite les transferts des données. Donc, l'autorité est là pour veiller au respect des principes à la matière. Donc, le pouvoir de régulation permet à l'APDP d'autoriser ces genres de transferts. Et aussi, nous avons les pouvoirs de représentation
Donc nous représentons l'État dans tous les organismes sur le plan communautaire international qui parlent de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. C'est pourquoi, de la création de l'APDP à aujourd'hui, on est membre de l'association francophone des autorités en charge de la protection des données à caractère personnel. Nous sommes membres de l'organisation internationale en charge de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. L'APDP, sous le lobbying du président Oumarou, a été membre fondateur, bien entendu, du réseau africain des autorités de protection des données à caractère personnel. Donc ça, c'est des pouvoirs de représentation. Et aussi, nous avons un autre pouvoir aussi très important, comme les autres d'ailleurs, le pouvoir d'anticipation, ce qui nous permet d'attirer l'attention des plus hautes autorités sur la nécessité d'adoption de certaines normes qui renforcent déjà la protection de la vie privée et des données à caractère personnel consacrée par l'article 6 de la Constitution. Donc nous avons vraiment toute une panoplie de missions. Donc on peut retenir parmi les missions les quelques-unes que je viens de citer. Docteur Edaraye, sa composition, je parle de l'APDP. Ok, l'APDP est composée d'un organe délibérant. L'APDP est composée d'abord d'un organe délibérant et des services publics. La composition de l'organe délibérant est la suite. Il y a la présidence envoie 2 personnalités qualifiées. Okay. Il y a la Cour suprême qui envoie 2 juges, dont un de l'ordre administratif et un de l'ordre judiciaire. Il y a le Haut Conseil des collectivités qui envoie 2 conseillers. Il y a l'Assemblée, actuellement le CNT, qui envoie 2 représentants. Bon, au niveau, les textes disent que c'est un de la majorité et un de l'opposition. Il y a le ministère en charge de l'administration territoriale qui envoie un représentant. Il y a le ministère chargé de l'informatique qui envoie un représentant. Il y a le ministère chargé de la sécurité et de la protection civile qui envoie un représentant. Il y a la CAFO qui est représentée, qui envoie un représentant. La société civile, la commission des droits de l'homme envoie 2 représentants. Donc c'est l'ensemble de ces 15 personnalités qualifiées qui forment l'organe délibérant. Donc cet organe délibérant n'est pas permanent. Okay. Voilà, donc ils viennent seulement en cas de session. Mais cet organe délibérant élit à son sein un bureau composé de 5 membres, dont un président, 2 vice-présidents et 2 rapporteurs qui forment le bureau. Donc, en dehors de cet organe délibérant et de ces bureaux, nous avons les services techniques. Nous avons un secrétariat général et aussi sous la supervision duquel travaillent 4 directions. Nous avons la direction des affaires juridiques, du contentieux et de la coopération. Oui. Nous avons la direction de la technique et du contrôle. Nous avons la direction administrative et financière. Nous avons la direction de la communication et des relations publiques. Aussi des personnels d'appui. Donc, en quelque sorte, ça, c'est l'organigramme de l'APDP. Très bien. Quel est l'état de l'application sous la loi par rapport à la protection des données à caractère personnel? On est où par rapport à l'état d'application? De sa mise en œuvre, de l'institution de l'APDP, je dirais plutôt du lancement officiel de ses activités à aujourd'hui. Si on me demande de faire un bilan, bon, un bilan est toujours mitigé. Je dirais plutôt que nous avons vraiment posé beaucoup d'actes. Au moins, avant la création de l'APDP, les entreprises qui se trouvent au Mali n'avaient aucune notion, bon, je dirais plutôt, les transferts des données se faisaient sans l'autorisation, se faisaient comme ça. Donc, avec l'installation de l'APDP, les entreprises qui se trouvent au Mali aujourd'hui passent forcément, elles sont toutes obligées de passer devant l'APDP pour avoir cette autorisation de transfert des données. Aujourd'hui, vous voyez, cette culture de la protection des données commence à s'imposer. Les gens commencent à intégrer cette culture au niveau de leur entreprise. Même si vous prenez aujourd'hui les conventions d'ouverture de la quasi-totalité de nos banques, vous trouverez que les informations, une rubrique est consacrée sur la protection des données à caractère personnel. Cette rubrique informe les personnes concernées conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 de la loi portant protection des données de leurs différents droits. Donc ça, c'est grâce à l'APDP, grâce à la protection des données, à la loi portant protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, l'État
veille. C'était la protection de la vie privée, comme je l'ai dit, avait déjà été consacrée par la Constitution malienne de 1992 au niveau de son article 6. La loi portant protection vient juste de renforcer cette disposition constitutionnelle. Oui, cette disposition constitutionnelle. Donc, l'État aujourd'hui, en longueur de journée, nous recevons des demandes d'avis, des demandes d'autorisation de la part de l'État en tant que personne morale. Lorsque l'État veut mettre en place des traitements qui touchent à la vie privée ou aux données à caractère personnel, l'État, en tant que puissance, en tant que personne morale de droit public, nous saisit pour avoir l'autorisation de l'APDP. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que la sentinelle est là, elle veille à la protection de la vie privée. Voilà. Donc aujourd'hui, si on me demande de parler de l'état de la protection des données, je dis qu'on a fait beaucoup, comme beaucoup reste à faire aussi. Parce que là, il faut vraiment qu'on aille vers le renforcement de l'information et de la sensibilisation, qui est une activité quotidienne. À chaque longueur de journée, on sent pas cette ignorance, cette méconnaissance de l'institution. Donc, le renforcement de l'information, de la sensibilisation doit être vraiment une priorité. Et aussi, je pense que si les personnes sont informées davantage, et la vie privée, la protection des données personnelles la protection de la vie privée sera vraiment une réalité, quoi. Donc, pour le moment, vraiment, beaucoup d'actes ont été posés, mais beaucoup reste à faire pour que la protection soit vraiment, vraiment, vraiment une réalité. Voilà, donc. Très bien, mais quelles sont les sanctions en cas d'atteinte à la vie privée ou aux données personnelles? Voilà, les sanctions sont de plusieurs catégories, mais la loi qui institue l'APDP, la loi portant protection des données, institue 2 types de sanctions. Ça, c'est au niveau de l'APDP. Mais en dehors de l'APDP, d'autres acteurs peuvent intervenir, notamment le juge pénal peut intervenir, le juge civil peut intervenir, le juge de référé peut intervenir, le juge administratif aussi peut intervenir. Donc, au niveau de l'APDP, nous avons 2 types de sanctions, 2 catégories de sanctions. Les sanctions de premier degré, que nous appelons de premier degré, ça va de l'avertissement, en passant par l'injection, de la mise en demeure, etc. Donc il y a aussi les sanctions de second degré qui commencent à partir d'une amende pécuniaire sanctions pécuniaires de 2 500 000 à 20 millions. Voilà, donc en quelque sorte, ça c'est les sanctions appliquées par la PDP. Au niveau des tribunaux, il y a le juge pénal peut intervenir conformément aux dispositions du code pénal, de la loi portant répression de la cybercriminalité et d'autres textes. Le juge civil aussi peut intervenir pour la réparation des dommages subis si la personne quand même arrive à démontrer à apporter les preuves des dommages, des préjudices subis. Justement, vous avez eu à sanctionner déjà par rapport à la violation des données à caractère personnel. Nous avons une jurisprudence très riche en la matière, que ce soit la mise en demeure, ça quand même on a tellement infligé. À longueur de journée, nous infligeons la mise en demeure. Toutes les personnes ça quand même c'est vraiment fréquent. Donc les sanctions de second degré, on a déjà sanctionné beaucoup d'entreprises, des sociétés, je dirais plutôt des sociétés, beaucoup de sociétés et beaucoup de banques. Si vous partez sur le site web de la PDP, et puis les journaux en ont beaucoup parlé, on se rappelle tous de l'affaire EDM, Somagep, voilà, donc contre un homme politique contre Somagep et l'EDM, et c'est disponible sur Facebook, Google, et les journaux en ont parlé aussi, affaire Baobab, affaire Orange, il y en a tellement. Donc la PDP a infligé beaucoup de sanctions et beaucoup d'autres plaintes sont en cours d'instruction. Et bientôt, au cours de la session, vous aurez beaucoup d'autres sanctions pécuniaires. Mais comment ça se passe? Ça passe devant les juges ou bien vous siégez là-dessus, vous siégez sur les sanctions au sein même de la PDP? Au sein même de la PDP, puisque nous sommes une autorité administrative indépendante. Voilà, donc c'est différent de l'ancrage, bien entendu, c'est la primature. Bon, sinon, la PDP ne relève d'aucun département, d'aucune autorité administrative, d'aucune autorité administrative et politique. La PDP, elle est indépendante, c'est pourquoi elle ne peut infliger que des sanctions administratives.
que ce soit, il dit plutôt les sanctions administratives, il s'agit des deux types de sanctions administratives, que ce soit les sanctions administratives de premier degré et les sanctions administratives de second degré, les sanctions pécuniaires. Donc, au niveau à l'interne, lorsque les dossiers sont instruits par les services techniques, nous, comme je vous ai dit, il y a un organe délibérant, il y a les services techniques, la direction des affaires juridiques et du contentieux, il y a aussi la direction de la technique et du contrôle. Ça, c'est les deux piliers de la BDP, parce que c'est les deux services techniques. Donc, lorsque les plaintes sont, on est saisi d'une plainte, la plainte elle est instruite par la direction des affaires juridiques, bien entendu en collaboration avec l'autre direction, la technique, les informaticiens, parce que souvent certaines plaintes peuvent nécessiter d'investigation numérique sur le contrôle des sites web. Donc, lorsque la plainte elle est introduite au niveau de la PDP, qu'est-ce qu'on fait? Nous instruisons. Si ça nécessite l'envoi d'une équipe sur le terrain d'aller faire des missions de contrôle, on les fait. Si ça nécessite des investigations numériques, on les fait. Voilà, donc nous introduisons les plaintes et nous présentons les plaintes devant l'organe délibérant qui se réunit en session. Puisque la loi dit, puisque c'est des personnalités qualifiées, ils sont qualifiés soit en droit ou en informatique. Donc, c'est des éminents, c'est des juges, il y a des magistrats, il y a des grands professionnels. Donc, maintenant, c'est eux qui vont délibérer sur la question. Donc, conformément aux dispositions des articles 61, 62, jusqu'à 65, 61 et suivants, donc ils vont voir, en fonction de la gravité des sanctions, ils vont infliger des sanctions, des amendes appropriées, quoi. D'accord. Voilà. Mais quels sont les risques pour les personnes qui touchent les données à caractère personnel sans autorisation? Sans autorisation, puisque là, c'est comme on a l'habitude de le dire, si la zakat permet de rendre licite la fortune en droit islamique, là, les formalités préalables permettent de rendre licite le traitement des données à caractère personnel. Ça veut dire quoi? En droit islamique, il est imposé, c'est une obligation de donner la zakat. Et en matière de traitement des données à caractère personnel, celui qui collecte, c'est-à-dire les responsables du traitement, les entreprises, que ce soit les personnes morales de droit public, de droit privé, que ce soit une personne physique, lorsque vous touchez aux données à caractère personnel des individus, vous êtes tenu à accomplir des formalités préalables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'obligation d'accomplir ces formalités. Si vous ne faites pas, vous n'accomplissez pas ces formalités, les sanctions vont tomber. Et ces sanctions, comme je l'ai dit, ça commence de 2 500 000 à 20 millions. Donc, toute entreprise qui est en porte-à-faux avec les dispositions légales en la matière doit s'attendre à des sanctions. Tous les recours, c'est bien ma point. Voilà, les jours, si vous n'accomplissez pas ces formalités, les jours où il y aura plainte, ça va chauffer. C'est pourquoi on invite toujours au cours de nos différentes interventions, à chaque fois que l'occasion se présente, on invite ces entreprises à accomplir des formalités préalables, puisque surtout que ça s'accomplisse aujourd'hui, tout est gratuit. Vous ne payez absolument rien et les gens sont là, ils sont disposés à vous accompagner à tout moment. Voilà, donc c'est ça. D'accord, mais qui gagne les plaignants au niveau de la PDP? Bon, le problème de ça, c'est parce que la PDP est une autorité administrative indépendante. Elle inflige seulement des amendes et qui vont dans la caisse de l'État. Bon, lorsque vous souhaiterez avoir des dommages et des réparations, comme ce fut le cas dans une affaire, là, les plaignants l'entreprise en question avait été sanctionnée au niveau de la PDP, a payé 15 millions. Et la personne est allée devant un tribunal de Bamako pour aller démontrer qu'il a subi des préjudices. Donc, le juge a condamné la même entreprise à payer 10 millions comme dommage et intérêt à la personne. Voilà. Donc, lorsque vous souhaiterez avoir des réparations, maintenant, vous partez devant le juge civil. Donc, maintenant, et là-bas, si vous arrivez à démontrer, donc le juge va quand même vous chercher ces dommages et intérêts. D'accord. Quand on parle de la PDP, forcément, vous avez un rôle très important à jouer dans la cybercriminalité. Oui. D'accord. Quel est le rôle de la PDP dans la lutte contre la cybercriminalité? Là, c'est une question qui nous revient à tout moment, parce que là, nous, à la PDP, on estime que c'est le plus important en matière de la prévention, en matière de lutte contre la cybercriminalité, c'est la prévention. Parce qu'il y a beaucoup d'actes qui se posent aujourd'hui
Beaucoup d'actes se posent aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, dans nos différentes entreprises, c'est dû à la méconnaissance. Oui. Si les gens sont informés des dangers liés à l'utilisation du numérique et de ces outils connexes, hein, notamment les logiciels le numérique qui a facilité les partages, c'est-à-dire la collecte massive de nos données, Oui. les partages instantanés. Donc si les gens sont informés des dangers liés à la cybercriminalité, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qu'on ne verra pas. Donc la PDP renforce. La PDP pense que c'est l'information qui est le plus importante. Okay. Et aussi, nous intervenons, puisqu'on a le même objectif. On ne pourra jamais parler de la cybersécurité sans parler de la garantie juridique. Parce que c'est les textes juridiques qui renforcent la cybersécurité. Lorsqu'il y a des textes juridiques, donc maintenant on pourra parler de la sécurité, de la cybersécurité, en quelque sorte. Donc l'APDP, avec la loi portant protection qui est venue en appui, bien vrai que la loi portant répression de la cybercriminalité est venue après la loi portant protection, mais l'objectif de ces deux textes, ou de ces arsenals juridiques, c'est pour renforcer la cybersécurité. Donc l'APDP pense qu'il faut vraiment aller avec l'information et la sensibilisation. C'est ce qu'on fait. Et au cours de nos différentes interventions, nous proposons aux gens des bonnes pratiques pour éviter de se faire, pour ne pas être victime de cyberattaques. Nous proposons, et l'article 8 de notre loi parle de cette question de cette sécurité informatique. Donc, nous passons à notre niveau qu'il faut vraiment renforcer l'information et la sensibilisation. C'est d'ailleurs la première mission de l'APDP. L'APDP a investi d'une mission d'information et de sensibilisation. Okay. C'est pour que les gens puissent être informés voilà, des dangers liés à l'utilisation, de la mauvaise utilisation plutôt, la mauvaise utilisation de ces titres-là. Mais est-ce que l'APDP est connue? Parce que c'est merveilleux tout ce que vous faites. C'est vraiment une autorité. Hein. Bon. Mais est-ce que vous êtes connu, vous êtes compris? Est-ce que vous arrivez à réellement faire votre mission correctement? Bon, c'est très difficile de parler de soi, mais c'est vraiment un truc mitigé. Parce que là, l'APDP fait de son mieux. À 7 ans, chez nous au village, à Sansandé, on envoie l'enfant à l'école coranique. Donc, je pense qu'on a 7 ans aujourd'hui. 7 ans doit permettre quand même à beaucoup de Maliens de connaître, de se faire déjà une idée de ce que c'est que l'APDP. Voilà, donc, mais les Maliens ne se limitent pas, il faut qu'on se dise la vérité, les Maliens ne se limitent pas seulement à Bamako. Certes, nous avons effectué, si ce n'est pas cette année, chaque année, nous ciblons quelques régions pour aller faire des missions d'information et de sensibilisation. Donc, pour informer surtout les régionaux, des dangers liés à la mauvaise manipulation des informations à caractère personnel. Donc l'APDP, elle est connue, elle n'est pas connue. Bon, okay. Voilà, donc, mais on est vraiment satisfait du bilan de cette année, même si beaucoup reste à faire. Parce que déjà, on est saisi, ne serait-ce qu'on est saisi à longueur de journée, surtout avec la prolifération des dispositifs de vidéosurveillance. Oui. On a l'impression que les Maliens pensent que, c'est-à-dire l'APDP n'a d'autre mission que de réguler la vidéosurveillance, alors que la régulation de ces secteurs n'est qu'une fine partie des missions confiées à l'APDP. Voilà. Justement, quelles sont les règles qui encadrent la licéité de la vidéosurveillance sur les lieux privés et les lieux de travail? Voilà, donc. Parce que ça, c'est vraiment une problématique aujourd'hui. Quelqu'un qui construit une chambre, il installe une vidéosurveillance, quelqu'un qui je ne sais pas, parle-nous un peu de la loi sur cette question. Bon, la vidéosurveillance est vraiment à la mode, c'est quelque chose qui est à la mode aujourd'hui. Ouais. Vous quittez les bureaux et les caméras du bureau vous laissent. Et directement, les caméras qui sont au niveau de nos carrefours vous filment. Vous partez dans les pharmacies, que ce soit au niveau de nos boutiques. Mais c'est-à-dire la vidéosurveillance vraiment est quelque chose à la mode. Donc, mais la loi parle de la transparence. Okay. Lorsque vous décidez de mettre en place un dispositif de vidéosurveillance, vous avez l'obligation d'être transparent. Cette transparence doit être à deux niveaux.
Vous avez l'obligation d'être transparent vis-à-vis de la PDP, vis-à-vis des personnes dont les données sont collectées, qui sont filmées par les dispositifs. Okay. La transparence à l'égard maintenant des personnes concernées, c'est quoi? Ça se manifeste à travers l'information préalable. Vous avez l'obligation d'afficher un panneau ou bien une affiche. Pour dire que attention, le bâtiment est sous et cela ne suffit pas. Ouais. Il faut donner les autres informations relatives au droit d'accès, à l'exercice des différents droits, notamment les droits d'accès, les droits à la suppression. Parce que là, vous avez l'obligation de dire attention, bâtiment est sous ce bâtiment, ou bien cette boutique, ou bien cette entreprise est sous vidéosurveillance. Elle a été mise sous vidéosurveillance par qui? Vous devez informer celui qui a filmé de l'identité de cette entreprise, de cette personne qui a mis sous vidéosurveillance. Par exemple, en rentrant ici, si votre télé dispose de caméras, vous devez quand même mettre une affiche qui m'informe, attention, local mis sous vidéosurveillance par Joliba TV. Joliba TV, en droit de la donnée, devient le responsable du traitement. Parce qu'en droit de la donnée, le responsable du traitement, c'est toute personne physique ou morale qui décide de créer les traitements dans les cas d'espèces et la vidéosurveillance, et qui détermine la finalité. Et pourquoi vous avez mis les caméras? C'est pour la sécurité des personnes et des biens. Donc vous devez quand même mettre ça sur l'affiche, sur les panneaux. Je dois être informé de ça, c'est mon droit, ce n'est pas une faveur, un privilège, c'est une faveur que vous m'accordez, mais vous êtes tenu, vous êtes obligé de me donner cette information. Je vois que c'est bien respecté dans les banques quand même. Quand oui, les banques, vraiment, en matière de protection des données, attention, bâtiment sur vidéosurveillance, ils font même référence de la loi. Non, je vous dis, en matière de protection des données, les banques et certaines entreprises sont vraiment en règle. Et certains départements, comme le ministère de la Sécurité, le ministère de l'administration territoriale, c'est des départements qui saisissent la PDP sur tout projet de loi, conformément aux dispositions de la loi. D'accord, donc vous voulez dire, même chez moi, si je dois installer une vidéosurveillance, je dois avoir l'autorisation. Bien sûr. Et je dois signaler que le bâtiment est sur vidéosurveillance. L'important, c'est quoi? La transparence, c'est dissuasif. Ça dissuade. Auparavant, on mettait chien méchant. Même si on n'avait pas de chiens chez nous, on mettait chien méchant. Mais aujourd'hui, quand vous mettez, attention, bâtiment sur vidéosurveillance, même les personnes de mauvaise foi feront attention. Et en cas de contentieux, en cas de problème, ça pourrait vous servir. En droit, je ne parle pas du droit pénal, mais en droit, excepté le droit pénal, une preuve issue d'un dispositif irrégulier ne peut pas servir de preuve. Donc, vous avez la légalité, la licéité de votre traitement dépend de la transparence vis-à-vis de la PDP et vis-à-vis des personnes concernées. Ce n'est pas que ça seulement. Il y a aussi l'information sur les droits. Vous devez informer, attention, donc si vous voulez avoir accès aux images vous concernant, vous devez vous adresser à un tel, c'est-à-dire, si c'est dans une boîte, dans un service, ou dans une entreprise, vous devez donner les responsables, la personne chargée de répondre en cas d'exercice du droit d'accès. Ouais. Voilà, vous devez donner, c'est-à-dire les titres ou bien les coordonnées de cette personne chargée de répondre en cas d'exercice du droit d'accès. Et aussi, vous devez informer les personnes concernées. Toutes ces informations doivent figurer sur l'affiche. De la durée de conservation des images. Les images sont conservées pendant 30 jours. L'avantage, c'est quoi? C'est que celui qui voit sur l'affiche que la durée de conservation, puisque la durée de conservation des images issues des dispositifs de vidéosurveillance réglementaires chez nous est de 30 jours, parce que nous avons pris une délibération pour encadrer le secteur. Donc, cette délibération fixe la durée maximum de la conservation des images à 30 jours. Donc, vous devez donner, cette information sur l'affiche ou bien sur les panneaux qui servent à informer les personnes qui se font filmer. Donc, lorsque cette information est donnée à la personne, après 30 jours, elle ne pourra plus se pointer devant vous pour vous demander, c'est-à-dire, attention, j'ai quitté ici, chez vous, il y a 31 jours, là, voilà, j'ai oublié mon téléphone. Parce que les images ne sont plus là, parce que vous avez donné cette information. Oui. C'est ça la transparence. Et aussi la proportionnalité, elle est très importante au niveau des entreprises. Avant même d'arriver à la proportionnalité, la transparence au niveau des entreprises exige que lorsqu'il y a des délégués, des syndicats chez vous, de les informer, de faire d'abord une réunion avec les syndicats, parce que ça c'est conformément aux dispositions du Code du travail. Okay. Voilà, d'informer les syndicats d'installation des dispositifs de contrôle. Les syndicats ne peuvent pas s'opposer, mais il a les droits, les syndicalistes ont le droit
le droit d'être informé de l'installation des dispositifs qui vont amener des changements au niveau des conditions de travail. Donc aussi, la proportionnalité, elle est très importante aussi. Ça, c'est les zones, toutes les zones ne doivent pas être filmées. L'intérieur des bureaux ne doit pas être filmé, sauf cas par cas. Sauf cas par cas. Sinon, en principe, l'intérieur des bureaux ne doit pas être filmé. Les salles réservées, les salles de repos, ne doivent pas être filmées. Les salles de réunion des syndicalistes ne doivent pas être filmées. Mais les couloirs menant à ces différentes salles peuvent être filmés. Donc, c'est ça la proportionnalité. Donc, c'est-à-dire celui qui installe un dispositif de vidéosurveillance au niveau des entreprises doit tenir compte du respect de la proportionnalité. Et on doit tenir compte aussi du respect de la sécurité et de la confidentialité des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui ne doit pas avoir accès à n'importe quoi au niveau de l'entreprise. Les images, les personnes doivent être identifiées. Ceux qui ont accès aux données doivent être précisés dans les formulaires qui sera déposé au niveau de la PDP. Et la nature des traitements opérés par ces personnes sur les données, les enregistrements, doivent être précisés. Comme ça, en cas de fuite, nous, on est déjà informés des personnes qui interviennent et la nature des traitements qu'elle opère sur les données. Mais, Dr Aïdara, quelqu'un qui vient voler chez moi, je le filme, je fais un récap des images, je le balance sur les réseaux sociaux. Vous voulez dire que c'est illégal? Il est venu voler chez moi? C'est illégal. Vous n'avez pas... on le voit à longueur de journée? Non, mais c'est illégal même si on les voit. Les faits là, les faits tricolores sont là, on les brûle. Mais ce n'est pas parce que les gens, certains brûlent les faits que c'est autorisé. C'est-à-dire, mais pourtant, on arrive à attraper des voleurs comme ça. Le droit est là pour encadrer les choses. C'est-à-dire, il y a les autorités légalement habilitées à mener ces recherches-là. Il y a des tests qui encadrent ça. Donc, il y a certaines autorités qui sont habilitées à faire ces recherches. Ceux qui sont habilités à afficher des photos de attention. Enfin, on voit en longueur de journée, auparavant, les gens voyaient wanted, c'est-à-dire rechercher. Ce n'est pas moi qui dois chercher, mais il y a ces autorités-là. Si vous prenez un voleur, si vous filmez un voleur, vous avez l'obligation d'amener devant les autorités compétentes. Ce n'est pas à vous de faire votre propre jugement. Oui, mais attends, moi j'ai juste pris les images, je les ai diffusées pour faciliter l'arrestation de ce voleur. Je pense qu'il y a les autorités compétentes pour ça. Mais moi je pense que ça aide les autorités. Non, c'est à eux de déterminer les canaux dédiés. C'est eux qui peuvent être informés des canaux appropriés. Donc si vous appréhendez un voleur, c'est à travers votre dispositif de vidéosurveillance, amenez devant qui des droits, devant les autorités compétentes, et ils sont là, et la police, la justice, ils sont là et vous informeront des canaux appropriés. Si ça nécessite qu'on affiche, c'est à eux de vous dire. Vous ne devez pas vous n'avez pas le droit de faire ça. Docteur Aïdara, et si je vous filme, par exemple, on est à un mariage, moi je vous filme, et après je partage sur les réseaux sociaux, c'est illégal? C'est illégal parce que là, le problème c'est que je vous ai donné, peut-être, attends, il y a quelque chose de très important qui doit être précisé à ce niveau. Moi, je vous ai donné l'autorisation de me prendre en photo, mais je ne vous ai pas donné l'autorisation de la publier. À ce niveau, il est important de signaler qu'il y a deux autorisations. Lorsque vous voulez me prendre en photo, vous devez me demander quand même mon consentement. Et après, acceptez-vous que je publie sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je peux mentir à ma famille qu'aujourd'hui, je voyage sur Ségou. Et directement, je me retrouve dans un lieu de mariage d'un ami. Et directement, on voit ma photo sur les réseaux sociaux. Alors que j'avais dit à ma famille que j'ai un voyage, je suis parti quelque part. Donc, une chose est sûre, c'est-à-dire cherchons toujours le consentement des individus avant de toucher à leurs données personnelles. Le consentement est très important en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel. D'accord. Donc, c'est clair, hein? C'est clair. Prendre la photo de quelqu'un, filmer quelqu'un, on ne doit pas le faire à son insu. Non, c'est une faute. C'est une faute. Elle est sanctionnée, et lourdement sanctionnée par le droit de la protection des données. Est-ce que les gens le savent? C'est pourquoi je vous ai dit, il y a vraiment une méconnaissance notoire. Hein? Il y a vraiment une méconnaissance. Donc c'est pourquoi je suis très content ce matin que vous ayez invité la VDB, parce que ça contribue à notre mission, comme je l'ai dit, primaire, l'information et la sensibilisation. Voilà, donc c'est vraiment très utile, cette invitation, parce que ça permet quand même d'atteindre beaucoup de sites. Merci, docteur. Et en quoi la protection des données à caractère personnel peut-elle améliorer la santé et la sécurité au travail?
Bon, si la santé, la sécurité, bon, la sécurité quand même, parce que là, si les droits sont protégés, ça renforce la sécurité, que ce soit la cybersécurité, que ce soit la sécurité physique. Parce que là, on dit ceux qui installent les dispositifs de contrôle d'accès, il y a des règles à respecter, des règles de fond et de forme. Voilà, comme je l'ai dit, les principes de sécurité. Si on respecte, on tient compte de tous ces aspects, je pense que ça pourrait renforcer, ça pourrait même être une certification pour l'entreprise. Mais à renforcer la sécurité, je ne pense, quand même, ça c'est la sécurité. Mais la santé, quand même, la santé, parce que voilà, bon, si les droits sont vraiment protégés, parce que là, même tout récemment, l'autre jour, on était avec les médecins dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, hein, dans le domaine de la santé. Voilà, donc je pense que c'est toujours le même problème qui se pose, le problème de sécurité des données. Les problèmes de sécurité des données, les problèmes de confidentialité, etc., etc. Donc, si on tient compte de tous ces aspects au niveau de nos entreprises, ça pourrait bien faire évoluer l'entreprise et ça pourrait même être une certification pour l'entreprise pour montrer le caractère sérieux de l'entreprise, que ce soit sur le plan local et sur le plan national et international. D'accord. Il y a des opérateurs téléphoniques, quand tu appelles le service client, ils te font patienter. Et après, ils te disent que cette conversation sera enregistrée. Donc, c'est une manière de t'informer, c'est bien ça? C'est ça okay. la transparence. La transparence. On ne doit pas enregistrer quelqu'un en son insu. Ok. C'est-à-dire on ne doit aucunement enregistrer un individu, on ne doit aucunement collecter les informations à caractère personnel d'un individu sans l'information préalable. La transparence vis-à-vis de la personne dont les données sont collectées. Donc, ça, c'est une exigence de l'article et de la disposition de la loi, spécifiquement l'article 15 de la loi numéro 2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère personnel. Donc, si vous voulez enregistrer, vous devez quand même fournir l'information préalable. Vous devez informer la personne, ton interlocuteur, attention, cette conversation sera enregistrée. Voilà. Merci, Dr Aïdara. Beaucoup de patrons n'ont pas connaissance ou ne prennent pas au sérieux les déclarations et autorisations à faire pour être conformes aux lois sur la protection des données à caractère personnel. Quelles sont les sanctions, les actions que vous menez au niveau de la PDP pour amener ces patrons à s'intéresser de près à la protection des données à caractère personnel? Voilà, donc ça, on a beaucoup de mécanismes, beaucoup d'actions à notre niveau. Comme je vous ai dit, nous avons la mission d'information et de sensibilisation. Nous avons aussi les missions de contrôle qui nous permettent, ces missions de contrôle nous permettent souvent de donner des informations. Parce que quand on part chez vous pour effectuer des missions de contrôle, là, même si vous ne connaissez pas la PDP, la première chose, lorsque vous recevez la correspondance de l'arrivée de la PDP, vous allez vous informer. Qu'est-ce que c'est encore ces services, si ce n'est pas un service de trop? Vous allez vous informer sur les actions de la PDP, ses missions. Donc, nous, à notre niveau, on tient beaucoup à l'information et à la sensibilisation. Parce que, comme je vous ai dit, c'est cette méconnaissance-là qui est là. Les gens pensent que c'est un service de trop. Souvent. C'est ce qu'en longueur de journée, beaucoup de disent, ah, est-ce que ça c'est même utile? Bon, alors c'est la méconnaissance. S'ils savaient réellement les dangers liés à la non-protection de la vie privée des données personnelles, ils n'allaient pas se permettre de dire ça. Parce que s'ils savaient qu'un simple enregistrement peut porter atteinte jusqu'au dernier décret à la vie privée de quelqu'un, ils ne vont pas dire ça. Oui, mais on le voit en longueur de journée. Oui, sur les réseaux sociaux. Oui, surtout sur les réseaux sociaux, c'est devenu quand même un danger. Un danger. Voilà, donc c'est pourquoi quand vous partez surtout sur Facebook, Twitter, vous verrez sur notre page Facebook, nous donnons. C'est très difficile pour devoir qu'on passe un mois sans publier un article. C'est très difficile. Parce que nous donnons des conseils, nous sensibilisons. Les cadres de l'APDP, même lors des achats, même lors de nos différentes opérations au niveau des pharmacies, nous sensibilisons. Cette protection des données, mon directeur a l'habitude de dire, c'est dans notre ADN. Parce que là, on est tellement conscient. Notre mission, comme le dit Giovanni, un grand spécialiste de la protection des données, c'est d'être inquiet et inquiéter les autres. Parce que quand tu connais les dangers liés à la non-protection des données à caractère personnel, obligatoirement tu vas avoir peur. Donc, en tant qu'employé, dois-je m'inquiéter si mon entreprise ne respecte pas la protection des données à caractère personnel? Bien sûr. Parce que votre entreprise est en train de piétiner une disposition constitutionnelle qui a été renforcée par une disposition législative. Votre entreprise est en porte-à-faux avec les principes
avec les principes de la protection des données. C'est inquiétant. C'est inquiétant et ça montre le caractère non sérieux de l'entreprise. Nous, on a vu, même l'État malien a été confronté à ces problèmes-là. Nous, on a vu, l'État avait voulu, il y avait des bailleurs de fonds qui avaient bloqué le financement de certains services de l'État sans l'autorisation de l'APDP, a fortiori des entreprises privées. L'État qui est la puissance, a fortiori des entreprises privées. Donc, les entreprises privées qui sont des succursales et qui ont leur maison mère ailleurs, viennent en longueur de journée. Elles courent vers l'APDP parce qu'elles connaissent l'importance de la protection des données à caractère personnel. En Europe, une entreprise qui ne respecte pas les principes en matière de protection, c'est 4% du chiffre. C'est une sanction de 20 millions ou 4% du chiffre annuel mondial. Donc, vous êtes tenu de désigner dans votre entreprise un DPO, un spécialiste en protection des données à caractère personnel. Et je profite de l'occasion, même l'APDP aussi en 2021 avait adopté une délibération allant dans ce sens-là, invitant les personnes morales des droits privés, des droits publics à nommer des DPO, des spécialistes au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire un spécialiste en protection des données à caractère personnel. C'est pour renforcer. Nous renforçons la protection. Par exemple, un banquier, on n'a pas besoin de dire à un banquier de mettre en place des mesures de sécurité. Cela va de son propre intérêt. Donc, l'APDP, les conseils que l'APDP donne, c'est pour renforcer cette sécurité qui est chez vous, là. Donc, on demande à renforcer ces mesures de sécurité. Lorsque vous ne vous mettez pas en règle, et le jour où il y a plainte, vous n'avez pas d'échappatoire, on va vous intégrer, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci, Dr Aïdara. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Quels sont vos derniers mots? En tout cas, des conseils, un appel à lancer. Nous vous remercions, sincèrement, nous vous remercions de nous avoir donné cette opportunité. Et comme je l'ai dit, je ne sais de réitérer, donc ça contribue beaucoup à notre mission. Et nous demandons aux citoyens de nous aider à les aider, parce que là, si en dénonçant, s'il y a des vidéosurveillance, par exemple, qui est un traitement banal et que nous voyons partout, un non déclaré qui ne dispose pas d'affiche, de signaler à l'APDP. C'est sous forme de dénonciation. Et aussi, ça permet au niveau de nos entreprises, lorsqu'ils voient des pratiques non orthodoxes, c'est-à-dire qui ne respectent pas, qui sont en porte-à-faux avec les principes de la protection des données, de nous signaler. Et qu'on retienne que seuls les contentieux, les plaintes permettent à ces droits d'évoluer. Ok, mais celui qui dénonce, est-ce que sa vie privée est respectée? Bien sûr, c'est une dénonciation. C'est une dénonciation. Oui, d'accord. Parce qu'il faut la protéger aussi. Oui, mais c'est une autorité de protection. La personne peut appeler directement. Non, mais il faut dire la chose clairement. Oui, c'est une dénonciation. La personne, les coordonnées ne feront pas surface. D'accord. Comme c'est une dénonciation. Et on a aussi d'autres moyens sur notre page permettant de faire des dénonciations en ligne. Voilà, donc je pense que bientôt, ces trucs-là seront finalisés et seront opérationnels. Voilà. Merci, Dr Aïdara. J'espère vous revoir encore sur ce plateau pour d'autres thématiques. Merci beaucoup. Et c'est votre plateau, revenez quand vous voulez. Merci. Mesdames et messieurs, le temps qui nous est donné est arrivé à terme. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un autre thème de KTS Mag. D'ici là, portez-vous bien.